Toi aussi, ça te donne des frissons, hein. Moi, c'est Alexandre SKRT, ambassadeur du plaisir et du savoir-vivre, et je suis un nostalgique de beaucoup de sujets. Et dans cette liste non exhaustive, il y a les jeux vidéo et toute la culture qui va avec, bien évidemment. Avant qu'on soit habitué à des jeux parfaits, tout lisse, tout propre, tout nickel, en 4K, ultra réaliste, comme des Call of Duty, Assassin's Creed ou FIFA, comme si la course à la performance graphique était toujours d'actualité en big 2025, hein. Bah, il y avait ça. Et puis, il y avait aussi ça. Ou encore ça. Et il y a même un moment où les jeux ont commencé à ressembler un peu plus à ça. Puis à ça. Et à ce moment-là, quelque chose se produisait. À la fin des années 80, début 90, il y avait des jeux complètement en 2D, donc tout est à plat. Tu te déplaces souvent de droite à gauche et le style est déjà très important, mais souvent limité parce que ça reste que des pixels et des dessins mis à plat au final. Il y a eu un tas de classiques comme des Super Mario Bros, le premier Sonic, Street Fighter, Shadow of the Beast, Donjon Monster et j'en passe. En vrai, beaucoup de licences qui existent encore aujourd'hui ont fait leur premier pas à ce moment-là. Et avant les consoles, c'était pas juste PlayStation, Xbox et Nintendo. Il y avait bien plus. Déjà, tout le monde n'avait pas sa console dans son salon, hein. Il y a une époque où tu devais aller au bar ou à la salle d'arcade et tu devais payer pour ta partie et être debout pour jouer, mon pote. Et les géants de l'époque, c'était Atari, Sega et Nintendo, mais c'était aussi les débuts des ordinateurs avec les grosses tours, les tout premiers systèmes d'exploitation, les disquettes, les meubles designés uniquement pour caler ton setup. C'est magnifique, ça. C'était le début des jeux vidéo et ça a vite évolué dans les années 90 avec les premières 3D expérimentales comme Wolfenstein en 92 ou Doom en 93. Ça reste toujours de la 2D, mais cette fois-ci à la première personne. Et c'est ça qui va faire la diff. Ça va nous donner de l'action et de l'intensité qui va presque venir nous faire voir le futur. Faut vraiment se remettre au contexte de l'époque où ça paraissait juste magique et ultra réaliste en fait. C'était la première fois qu'on pouvait interagir avec la télé et du coup c'était fascinant de pouvoir faire ça. À ce moment-là, le jeu vidéo a commencé à devenir un monde à part entière. Un monde dans lequel tu t'immerges et tu vis quelque chose et c'est pas seulement une fenêtre de divertissement comme l'est la télé. Et petit à petit, les gens s'intéressent de plus en plus à ce qu'on appelle la 3D. Et dans les années 95 à 2000, les choses changent, le hardware devient plus puissant, la PlayStation, la Sega Saturn, la Dreamcast et la Nintendo 64 voient le grand jour, les cartes graphiques commencent à être dédiées aux jeux vidéo, les performances et le stockage des données évoluent, les développeurs peuvent créer des mondes en volume avec des caméras libres, des mouvements dans tous les axes. Le jeu vidéo, ce n'est plus seulement d'avancer dans un espace en 2D, mais maintenant tu explores, tu observes, tu vises, tu réfléchis. Pour certains, c'était une période chaotique, mais pour d'autres, c'était vraiment des souvenirs irremplaçables, à base de décors liminales comme dans Silent Hill, de polygones à textures étranges dans Quake, des identités visuelles fortes comme Jet Set Radio, des univers imparfaits mais immersifs malgré tout à la Driver, des ambiances diverses comme le rétro-futuriste de Sonic Rider ou le réalisme sombre de Alone in the Dark, et avec toutes les spéculations sur les prochaines technologies comme dans Deus Ex ou Perfect Dark et le futur en lui-même qui fascinait les gens à l'époque. Même si t'étais pas né, t'as dû entendre parler de cette époque dans les années 2000. Déjà on pouvait penser qu'en 1999 il y allait avoir un gros bug qui allait faire qu'on n'allait pas passer en 2000, c'est quand même fou de penser ça. Et c'est surtout fascinant pour vous rendre compte qu'à l'époque ils n'avaient pas le recul qu'on a aujourd'hui, mais surtout les gens disaient que tout allait être différent, que ça soit les voitures qui volent, des villes gérées par IA avec des grands bâtiments de partout, les robots domestiques et le monde entier ultra connecté. Cet univers on le retrouve déjà dans des films comme Blade Runner ou Fahrenheit 451 ou même Retour vers le futur pour faire plus général, mais aussi dans des jeux comme System Shock, Wipeout ou même Half-Life et j'en passe. Tout ça représenté avec le photoréaliste, pas très réaliste au final, on va pas se mentir, mais c'était déjà très ingénieux pour les moyens de l'époque. Les textures étaient numérisées, on prenait des photos de la vraie vie qui étaient scannées, compressées et plaquées sur des polygones. Parfois on peignait même les lumières directement sur les images car les moteurs ne permettaient pas de la gérer en temps réel comme on peut le faire aujourd'hui. Ils utilisaient des stratagèmes comme du brouillard pour cacher les défauts, comme par exemple des textures coupées ou des trucs comme ça, et qui au final deviennent iconiques comme Turok, le jeu où tu chasses des dinosaures avec son brouillard épais. Et au final, c'est ça qui créait l'ambiance. Dans les pubs, on nous vendait des jeux ultra réalistes, immersifs, cinématiques et même réels. Et comme on le fait toujours aujourd'hui, sauf que c'est vrai maintenant. Parce qu'en fait, les développeurs voulaient juste que les joueurs y croient. On est dans un réalisme subjectif. On ne montre pas parfaitement, mais on fait ressentir comme si c'était réel. Et le pire, c'est que ça paraissait crédible, mais il y a aussi d'autres fois où c'était juste très flou ou étrange. Et c'est pour ça qu'avec notre vision d'aujourd'hui, ça ne peut que être marquant. Que tu n'aimes ou tu n'aimes pas, ces graphismes vont
t'interpeller, parce que ce mélange donne une impression étrange entre rêve et réalité, entre les décors plats mais les textures détaillées, des visages rigides mais réalistes. En fait, c'est ça qui fait tout le charme. C'était un tout. Moi, je suis nostalgique des PC, du hardware de l'époque, des décos dans les chambres, des pubs à la télé ou dans les magazines, des boîtes de jeux vidéo, même celles des cartes graphiques, des magasins de jeux vidéo, même aux décors colorés avec des affiches énormes, les bornes de démo, comment oublier, mais aussi de l'internet de l'époque et l'esthétique qui va avec les blogs, les forums, ou même les salons de jeux vidéo comme l'E3, où on présentait les dernières sorties, ou même carrément les LAN, où les joueurs se rassemblaient pour jouer en multi, mais sur la même connexion. C'était fou, il y avait un vrai univers qui se créait à ce moment-là. Dans une époque où les informations étaient encore limitées, chaque petit détail était spéculé. Vous pouvez voir une petite case avec un screen de 10 cm sur 10 cm dans un magazine et ça pouvait te rendre complètement fou et générer je ne sais combien de rumeurs. Chaque jeu était une expérience sensorielle et on se contentait de ce qu'on avait parce qu'il y avait du mystère. Il n'y avait pas un leak toutes les semaines des années avant la sortie d'un jeu. Les informations sur les futures sorties ne venaient pas à toi tout seul. Tu devais te renseigner dans des magazines spécialisés, sur des programmes télé à des heures précises. Tout était fait pour créer du rêve. Les pubs étaient très exagérées, très mystiques. Parfois tu voyais même pas de gameplay, mais on se concentrait sur la sensation que tu allais ressentir en lançant le jeu. Que la culture était encore underground et jouer aux jeux vidéo, c'était pas cool comme aujourd'hui. Les joueurs se reconnaissaient entre eux et avaient leur propre culture. Et on n'a pas encore parlé de musique qui est aussi un énorme pan de cette nostalgie générale de l'époque. Parce que à cause des limitations techniques, à l'époque, ils se concentraient sur la composition. Avant, t'avais juste un synthé simple et quelques filtres. Là, aujourd'hui, tu peux te concentrer sur tout le sound design entier. À l'époque, il fallait faire peu, mais il fallait faire impactant. Aujourd'hui, il y a même un tas d'artistes qui reprennent les codes des musiques des jeux vidéo. On a même des playlists sur YouTube qui compilent différents styles propres à cette époque-là, comme la drum and bass ou d'autres. Des playlists dédiées à une ambiance, une licence ou une console. Et tout ça, ça reste des souvenirs perdus à l'ère du minimalisme. Personnellement, je suis un enfant des années 2000 et tout ça, ça me rappelle juste mon enfance et les souvenirs que j'ai d'un monde parfait, un monde neuf, un monde épatant où tout est beau, technologiquement avancé, à l'apogée du dernier cri même, à la recherche du futur et à la course au dépassement et l'ambiance qui rassemble toutes ces choses qui crée un environnement unique. Et pour l'occasion, dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir 3 jeux qui me fascinent en plein milieu de cette transition entre le 2D et la 3D. Et c'est parti pour le premier jeu. Too bad the nightlife sucks. Dracula returns to Castlevania on Nintendo 64 from Konami. Sorti en 1999 sur la Nintendo 64. Si tu connais la série, je pense que c'est pas du tout ce jeu-là auquel tu vas penser au premier, mais on y est. Pour ceux qui connaissent pas, ce jeu fait partie du lore de Castlevania. C'est une grosse série de jeux vidéo qui a presque vu passer toutes les consoles. L'histoire est assez simple, c'est un jeu d'horreur et d'aventure où tu te retrouves à devoir chasser Dracula dans son propre château. C'est un peu la merde, tu dois te battre avec tout le monde, il y a des méchants à droite à gauche, il y a des boss de plus ou moins flippants. Un petit peu de creusage de ménage bien sûr, c'est important. Alors ok, ce jeu peut paraître carrément moche aux premiers abords, un thème déjà Dracula, il fait trop pitié avec sa tête toute écrasée, mais je sais pas pourquoi j'aime ça. Ça me fait grave penser aux esthétiques bizarres que tu peux retrouver sur internet, au montage buggé avec effets et collages plus ou moins what the fuck. Je pourrais mourir pour ça tout simplement. Personnellement, j'ai aucune attache avec le jeu puisque j'étais juste pas né et puis en soi je l'ai pas découvert, j'ai jamais joué à la Nintendo 64 de ma vie je crois. Ça reste très triste comme fun fact sur ma vie au final, mais personnellement il m'a tout de suite interpellé avec ces grands décors vides. Déjà, si tu peux me permettre, c'est que en fait la Nintendo 64 elle avait un modem qui s'appelait le 64DD qui permettait de se rejoindre en coop et tout. Malheureusement ça s'est sorti que au Japon et il faudra attendre que bientôt pour la multi. Mais te moque pas par contre hein. Ah non mais t'inquiète moi j'adore. Et aussi toute cette ambiance un peu macabre, ce manque de musique à certains moments, ce brouillard louche qui te laisse pas voir à plus de 15 mètres et l'interface qui fait vraiment vieux jeu comme les vieux Final Fantasy, ça me rappelle. Mais au final c'est ça qui fait son charme. Personnellement j'adore. À l'époque, quand le jeu a sorti, Nintendo, ils avaient besoin de gros titres pour concurrencer PlayStation face à l'arrivée de la 3D. Ouais, ils sortaient des petits trucs comme Resident Evil, Tomb Raider, Metal Gear Solid, des petits jeux quoi, tranquille. Enfin bref, la série de jeux Castlevania était déjà culte pour ses précédents titres en 2D. La Nintendo 64 étant déjà réputée pour être une console puissante, Castlevania a été envisagé être un jeu pour relever ce défi-là. En gros, ils voulaient faire une sorte de Super Mario 64 mais version dark. J'ai
J'aimerais bien vraiment savoir à quoi ils pensaient à ce moment-là, tu vois. Malheureusement, bah, la 3D, elle était encore jeune et le moteur de Konami était expérimental. Le gameplay de Castlevania était même pas forcément fait pour des environnements 3D au final. Les graphismes figurent parmi ce que l'on a vu de pire à cette époque. Donc dès le développement, le jeu il reste assez ambitieux, mais ça reste un projet assez fragile malgré tout. Et surprise, ce n'est pas un échec totalement cuisant. L'ambiance gothique y est, avec les musiques, l'architecture des bâtiments, la brume et les graphismes reste quand même très impressionnant quand on sait que le dernier jeu Castlevania c'était Symphony of the Night sorti sur PS1. C'est un chef-d'œuvre de 2D du dernier cri. Bah, la 3D laisse quand même le public amoureux de ces nouveaux contrôles et de cette vision panoramique du gameplay qui t'offre une nouvelle expérience totalement fraîche. Au final, la tentative de faire évoluer la série, elle était bien là, mais le résultat n'était que maladroit, avec ses contrôles rigides, fait que la caméra bouge mal, mais elle reste parfois bloquée sur ton personnage, et ça rend les déplacements ultra frustrants en plus. L'expérience reste assez originale et a quand même le mérite d'exister, mais quand tu sais que quelques mois avant, bah, c'était Ocarina of Time qui sortait, bah oui, c'est évident, c'était un peu plus marquant, oui. Bon, vous savez, moi je suis là pour l'esthétique, et ce qui me plaît vraiment dans ce jeu, au final, c'est ces décors low poly gothiques qui me rappellent les vieux films de vampires de ces mêmes années. Des textures floues qui font carrément penser au backroom, tant certains passages sont à la fois vides, grands, et les murs sont à la fois lisses mais détaillés. Il y a constamment un voile mystérieux sur la caméra, on dirait. C'est comme si tu te baladais dans un cimetière, genre à 2 h du matin, tu vois. C'est obligatoirement bizarre et louche. Je pense que c'est ce manque parfois d'informations et ce sentiment de vide dans le jeu qui crée cette expérience étrange au final. C'est un jeu qui fait peur et qui t'habitue à ne pas te sentir à l'aise puisque le danger peut venir de nulle part et à tout moment. Et on va expérimenter ça tout de suite en allant tester le jeu par nous-mêmes. Let's go! Oh là 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 là. Les gars, regardez-moi. C'est à la fois magnifique, à la fois très étrange quand même. On voit que c'est vieux, hein, je vous mens pas. La lune, c'est clairement un PNG, mon frère. Bah, c'est pas grave, c'est ça qui fait tout le charme, les gars. Oui, c'est important. Oh là là, les gars, ces vieux modèles 3D, j'adore. C'est magnifique. Et nous voilà donc dans l'écran titre de Castlevania, comme vous le voyez. Un bon vieux jeu à l'ancienne, hein, tout simplement. Regardez seulement les titres qu'ils ont utilisés pour les configurations des boutons. Déjà, c'est cheap à souhait quand on voit les menus, les tonnes et tonnes qu'on a maintenant. Se mouvoir avec le joystick. Oh là là, le Necronomicon, les gars, non, c'est ouf. Franchement, ces jeux-là ont découlé de tellement d'histoires, de trucs derrière. Ça existait déjà avant, mais t'as capté. Oh là là, c'est louche. Le comte Dracula revient à la vie. Damn. Frérot, faut se remettre dans le contexte. Imagine, t'as 10 piges, tu commences là-dessus, t'as une introduction, on te dit le comte Dracula il est de retour, va falloir le chasser, tu vois, des trucs de ouf. Oh là là, regardez-moi ça, les gars. Je trouve ça magnifique, personnellement. Je sais pas vous, je trouve ça incroyable. Oh là là, hey, oh, doucement les mecs, hey, c'est une folie. Oh les gars, je vous jure que même à l'heure actuelle, en Big 2025, les gars, ça fait un peu flipper, hein, je vous mens pas. Oh là là. Oh, merde. Oh, le squelette, t'es mal la gueule du squelette juste du sol, t'es mal la gueule du sol, frère. Oh la putain de sa mère. Oh la putain de sa mère, les gars, ça va partir en couille. Pourquoi je fouette les ennemis, les gars. Incroyable. Je sais pas si vous voyez cette sorte de brume qu'il y a au fond, là, mais dites-vous, ça a été rajouté uniquement pour nous éviter de spoiler la suite, en gros. Et au final, c'est ce qui fait tout le charme du truc. Ça devient louche, bizarre, flippant, tu vois. Oh là là. Tu sais, quand tu vois ça, en vrai, je peux comprendre totalement que tu sois en mode, ouais... C'est pas ouf, frérot, il y a aucune immersion, comment tu peux flipper là-dedans, ça fait pas peur. Et vraiment, à l'époque, c'était les trucs les plus bizarres. Tu vois, quand Resident Evil, le premier, il est arrivé, frérot, tout le monde s'est chié dessus, alors pourtant, pour nous, c'est pas ouf. Mais à l'époque, t'avais tellement pas l'habitude d'être autant en immersion dans des univers comme ça. C'est surtout que t'es tout seul, frérot, c'est ultra oppressant. Oh! Wesh, il m'a fait peur premier degré, les gars, je vous jure. C'est une dinguerie, les gars, j'ai eu peur. Wesh! Oh là là. Premier boss, du coup, let's go. Oh là là, en vrai c'est tellement stylé, je vous jure, je kiffe de ouf. Faudra qu'il y en a un dans les commentaires qui répertorie le nombre de fois que je dis que c'est ultra stylé, frérot. Wesh, frérot, waouh, c'était bizarre. Dites-vous là, je peux même pas tourner mon autre caméra, hein. Vraiment, je n'ai que ça comme contrôle. Donc, tu vois, tu restes limité quand même. Putain, les gars, franchement, les décors sont tellement lugubres.
Avec les bruits, t'es moi, t'as très peu de bruit, frérot. Frérot, t'as très peu de bruit, t'es juste là. Surtout avec le casque, c'est pire. Enfin, comment j'aimerais tellement être dans le contexte de l'époque, avoir connu ça, tu vois, être un petit peu quand il y avait ça, gros, tu dois être fou. Bon, on va pas plus se spoiler que ça. En vrai, ça, c'est des jeux, j'aimerais tellement les faire en live ou faire des let's play, des trucs comme ça. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas en commentaire, les gars. Rétro Gaming, SKRT Rétro Gaming, ma gueule. On passe directement au prochain jeu, c'est parti. Quand Shenmue sort en 1999 sur Dreamcast, l'objectif était de relancer la console et de prouver sa supériorité technologique face à la PS1 et surtout l'arrivée de la PS2. Là où la plupart des jeux ont une esthétique symbolique, des décors simples, des formes assez grossières et des PNJ identiques, Yu Suzuki, le créateur, voulait quelque chose de différent car Shenmue c'est un jeu unique en son genre pour l'époque, un jeu qui a une vie en temps réel, le temps s'écoule comme dans la vraie vie, le monde ne tourne pas autour de toi mon pote. Pour l'époque c'est vraiment un jeu qui repousse vraiment les limites techniques. Avec un budget de 47 millions, il est devenu le jeu le plus cher, concurrençant même des films hollywoodiens à l'époque, rendez-vous en compte. Dis-toi, c'est un équivalent de Matrix en termes de budget, frérot, c'est fou. En plus du fait que ça soit un monde ouvert, c'est littéralement une simulation de vie japonaise dans les années 90. Le jeu est bourré de petits détails avec un système de jour et de nuit, une météo réaliste et variable, des bâtiments presque tous visitables, chaque PNJ a sa propre voix. Ils ont leur propre ville, ils ont leurs petites habitudes, le travail, les passe-temps, les histoires, tout est comme si tu étais vraiment dans le jeu et que tu vivais juste ta vie jusqu'au moindre détail. Tu peux faire un petit jeu entre potes au bar, prendre une canette au distributeur et aussi travailler. Et ouais, c'est ça la vraie vie, mon pote. En plus, c'est vraiment relou. Ça te prend bien plus d'une heure dans le jeu, tu prends des colis avec ton transpalette et tu galères à faire ça bien et tu finis par te faire casser la gueule dans un hangar. Non, franchement, c'est un chouette jeu, les gars. Et même GTA lui-même n'existait pas au final quand ce Shenmue est sorti, ou en tout cas les opus en 3D. Et ce style de gameplay plaît encore beaucoup aujourd'hui avec par exemple la série de jeux Yakuza. En tout cas, le jeu n'est vraiment pas fait pour tout le monde, ça va bien au-delà du simple jeu vidéo de divertissement. Shenmue a quand même réussi à devenir culte avec un gameplay contemplatif, lent et immersif. Il a su inspirer plus d'un style de jeu après ça. Et pas que, comme le groupe PNL qui a carrément donné titre à l'une de leurs musiques, ils l'ont appelé Shenmue. Et c'est une référence au jeu. Enfin bref, je pense que vous avez capté, moi si j'aime Shenmue, c'est pas forcément pour son histoire, bien que sur un fond d'enquête, avec un tas d'interactions plus ou moins bizarres avec les PNJ, peut vite te faire aspirer et remplacer Shenmue par ta propre vie actuelle. Bah justement, moi ce que j'aime, c'est tous ces petits détails, les choses qui font que en 2025, je peux me sentir comme dans le fin fond de la campagne japonaise dans les années 90, y oublier ma chaîne de vie de créateur de contenu et juste me balader dans les rues de Yokosuka et aller dans une petite salle d'arcade, jouer au jeu, me prendre un petit gacha et au final j'ai ma vie d'enfant au Japon que j'ai toujours rêvé, bordel, putain, qu'est-ce que je fous là? Pas possible. Et justement, il a formé tout un tas d'amoureux du Japon et bien sûr tout un tas de nostalgiques du jeu malgré sa lenteur et ses graphismes pas au goût de tout le monde. Quand il est sorti, c'était une claque. Les bâtiments sont détaillés, les visages animés avec ses textures plates, l'ambiance sonore. Les musiques, c'est ça qui fait que ça marche toujours aujourd'hui. On n'est pas là pour des promesses de performance graphique élevée, on est là juste pour une ambiance. Cette impression de faire partie d'un monde qu'on n'a pas vécu. On se sent comme un fantôme errant dans une ville qui n'a pas bougé depuis des années et qui pourtant est bel et bien vivante. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble dès maintenant sur le jeu, c'est parti. Damn! Oh là là, déjà juste écoutez la musique. Écoutez seulement la musique de fond. C'est beau, franchement c'est beau ce qui se passe. Les gars, j'aime trop avec le press start bouton, c'est magnifique. Oh waouh, tu sens que tu rentres dans une ambiance. Non les gars, je suis désolé, franchement, vous allez peut-être me trouver bizarre, mais je peux vibe sur ce genre de musique. J'aime tellement l'ambiance que dégage là, tout ce que je vois. Que ça soit les boutons un petit peu pixelisés, la musique derrière, l'énergie, frérot, tu sens que ça pue le rétro, ça pue le vintage. Et c'est beau, j'adore. On arrive directement plongé dans le jeu. Vous avez le temps, vous avez l'heure. Qu'est-ce que c'est que ça, frérot? T'es voir la belle bagnole là. Ah, c'est beau, j'adore. Oh, évidemment, on ne peut pas passer la cinématique, les gars, ça serait trop simple. Oh, c'est tellement mignon, les gars. Le fucking Japon, oui. Oh là là, nous voilà dans le jeu, les amis, là, je contrôle. Et c'est dur, hein. Bon, je pense pas que tout le jeu est comme ça.
Ok, alors je comprends pas le gameplay pour l'instant. Mais vraiment, c'est rempli de petits détails, de petits trucs, les gars. J'ai l'impression que je peux fouiller chaque truc. Attendez, mais regarde, je suis dans le menu théma, l'esthétique de ouf. Frérot, c'est une dinguerie. Puis quitter ta monde comme ça. Eh, les gars, vraiment, c'est un simulateur de vraie vie, ce truc. C'est quoi, frérot? Il me fait chercher un Glock ou quoi, là, dans les sables? Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, ok. Les gars, c'est les flèches pour avancer. Oh, c'est tellement pas intuitif. Et c'est reparti pour une cinématique, les gars. C'est rempli de cinématiques. Oh là là, les gars, ça a tellement vieilli, tu sors ça aujourd'hui, les gens te regardent en bizarre, frérot. À quoi tu joues? Oh, les petits poissons en 3D, les gars, non, c'est trop mignon. Regardez-moi ce petit jardin japonais tout cocooning, je vous jure, j'aime bien. Non, les gars, je vais rage quit, c'est trop lent. Ils m'ont relancé une cinématique, putain, flashback, mon frère. Je veux juste tester le jeu pour la vidéo, tu connais, je veux pas faire l'histoire. Aujourd'hui, c'est fou parce qu'on trouve vraiment le jeu archi lent, mais en fait, c'est juste notre temps d'attention qui a totalement changé comparé à avant. Parce qu'avant, ils pouvaient se taper tout ça, enfin, sans vraiment s'ennuyer, parce qu'au final, c'était le seul divertissement, tu vois. Là, aujourd'hui, tu vois, tu vas être là, tu vas jouer à ça, tu vas recevoir une notif direct, tu vas prendre TikTok, ça va être 10 fois plus divertissant, tu vois. Faut vraiment le vouloir pour rester dans un univers comme ça. Surtout prendre le temps de tout capter, etc. Donc, c'est vraiment, enfin, tu sais, c'est la vie, frérot. Ça y est, je peux sortir dans la street, écoute la musique. Chiche! Oh là là, les gars, ça va être kiffant. Ouais, pour vous dire, les contrôles, là, en gros, je me déplace avec les flèches. Je peux tourner la caméra avec joystick gauche. Oh! Il y a vraiment cette petite ambiance de ville du Japon, les gars, c'est magnifique. Ça doit être le petit chat abandonné, les gars. Il est légendaire, ce chat, vous savez pas encore. Vraiment, c'est le réalisme poussé à son paroxysme, les gars. Dites-vous, là, carrément, on se balade dans la ville. Et tu vois, à chaque fois, donc, t'as le temps, le jour et l'heure précise de quand il est dans le jeu. Dites-vous qu'ils se sont calés sur la météo qu'il y avait vraiment à l'époque dans cette ville-là, au Japon. Genre, c'est ouf. Et là, on peut vraiment s'amuser à parler à qui on veut. Et ils vont nous répondre, ils ont des dialogues, ils ont des trucs à dire. Et ça aussi, c'est un truc qui est fou dans le jeu, c'est que t'as tous ces petits trucs là, comme par exemple acheter une canette, t'as une petite animation, tu peux choisir ta canette, ton petit goût, comment tu vas te mettre, c'est ouf, les gars. Allez, moi je prends un petit Fruda Grey, c'est parti. Oh là là, c'est lent, mais c'est kiffant, c'est beau, les gars, c'est beau. En fait, c'est vraiment une simulation des années 90, hein. Tu veux revivre comment c'était à l'époque, frérot, lance ce jeu, interdis-toi tout divertissement à côté et tu seras dedans à fond. Ça fait 2 minutes, frérot, tu vois, t'es là, c'est ouf. Non, franchement, les gars, le style est vraiment fou. T'as l'impression de marcher dans un truc à moitié abandonné, tu vois, ça a l'air vide, mais en même temps, c'est vivant, et... Enfin, il y a une ambiance vraiment particulière dans le jeu. Bon, je vais pas m'y attarder plus longtemps, parce que ça fait déjà trop longtemps, j'ai vu trop de cinématiques pour rien, là. Si jamais vous voulez faire le jeu, oubliez votre vie personnelle, mettez-vous dedans, vous allez vivre cette aventure pour de... Voilà, vous allez vivre cette aventure pour de vrai. On passe au jeu suivant, maintenant. Echo the Dolphin. Sorti en 2000 sur la Dreamcast et la PS2, c'est la suite d'un jeu déjà sorti en 2D sur Mega Drive. Et je vous arrête tout de suite, ce n'est pas qu'un simple jeu de dauphin, non, non, non. Ce jeu a surpris les joueurs qui ont osé le lancer. Imagine, t'es là dans ton salon, t'as ta petite télé cathodique, ta petite Dreamcast, et tes parents ils t'ont acheté un petit jeu mignon de dauphin au lieu d'un Soul Calibur jugé trop violent. Et tu te retrouves à l'aube du 30e siècle où on te dit que les humains et les dauphins, ils ont fait une sorte de pacte et qu'au final ils vivent en harmonie pour apporter la paix dans l'univers, sauf qu'en fouillant dans l'espace, ils sont tombés sur une espèce avec qui ils s'entendent pas trop, sauf que cette même espèce, elle s'est dit qu'elle allait envahir la Terre. Du coup, ils décident d'envoyer toute leur flotte spatiale s'écraser sur les champs magnétiques de la Terre pour... mais t'es en train de raconter une connerie, là, en fait. Bah non, frère, c'est Echo the Dolphin, ma gueule, je t'attendais à quoi? Enfin bref, du coup, tu te retrouves à jouer Echo, c'est un dauphin qui doit sauver le monde entier, qui du coup doit s'enfoncer de plus en plus au fond de la Terre pour retrouver les traits perdus de son espèce. Bon, ça, j'avoue, je sais pas c'est quoi. En vrai, le jeu a l'air d'avoir un lore archi poussé, avec une histoire complexe et des mécaniques de gameplay plus ou moins chiantes les unes que les autres, tout ça avec un petit peu d'énigmes et de péripéties, et en plus des fucking contrôleurs qui sont pas du tout pratiques dans ce foutu jeu. Mais bon, moi je suis là pour parler de la partie esthétique, donc on va parler des graphismes vraiment cool, comme la transparence dans l'eau, les effets de lumière avec, les fonds marins bien illustrés, cette ambiance un peu tropicale de plage qu'on peut retrouver au début de Kingdom Hearts ou de Sonic Adventure par exemple, aussi des décors qui sont incroyables.
incroyable, puisque tu t'engouffres de plus en plus dans les mystères de notre planète. Il y a tout un délire avec l'Atlantis et des bâtiments dans l'eau assez jolis, mais aussi les aliens sont présents, donc tu vas t'en manger des passages où tu vas galérer. Tout est étrange et c'est rempli de choses que tu ne comprends pas, et des fois, bah, il y a juste rien du tout. Bon, ouais, c'est juste un tunnel, là, oui. Et les débuts, dans ce que tu penses être le paradis des dauphins, où tout est saturé, coloré et joli, sauf qu'il y a aussi des monstres, des boss, des animaux marins, un tas d'autres poissons, mais aussi des dauphins encore plus stylés que toi, mon pote. Alors fais attention à ton drip, sans parler de ces musiques et de ces ambiances surréalistes. Dans un univers à la fois reconnaissable mais totalement inconnu, et tu as l'impression de nager dans un rêve. Et moi, c'est tout cet univers-là qui me fascine quand je pense au jeu. Déjà, le fait que ça soit un énorme projet du jeu vidéo complètement excentrique et intriguant, mais qu'en même temps, le jeu soit passé aux oubliettes totales et que juste la plupart des communs des mortels n'ont jamais entendu parler de ce jeu. Et il en a inspiré des jeux, car il est devenu comme une sorte d'expérience sensorielle reconnue. Perso, ça me fait penser au genre de jeu comme Endless Ocean sur Wii, qui est un simulateur de plongée et qui est un très bon jeu contemplatif, mais qui ne t'emmène pas seulement dans un univers, mais qui te le fait vivre pour de vrai. Enfin bref, c'est un jeu à part qui a pas été apprécié tout le monde, mais qui est adoré par certains comme moi. En tout cas, tous ceux qui sont passés dessus, ils auront le même souvenir, ça les a marqués, frérot, c'est obligé. Bon, même si moi j'avoue, j'ai pas fait un quart de l'histoire et puis j'étais juste tout simplement pas né à l'époque, et on va aller découvrir ou redécouvrir ce jeu dès maintenant. Oh là 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 là! Ouh! Ah non, la musique, les gars, je suis dans les feux de l'amour, c'est ouf. Bon, voilà, Echo, nous sommes dans le menu, tout simplement. On ne peut qu'appuyer sur le bouton Start, c'est parti. Oh là là, mais regardez-moi ce bail. Bon, j'ai déjà une sauvegarde sur ce jeu. J'y ai déjà joué en live, d'ailleurs. N'hésitez pas à venir en live. De temps en temps, on en fait. C'est quoi ça, frérot? C'est magnifique. Juste ce petit patch, tu me le mets sur un t-shirt. Je suis refait, je suis aux anges. Oh là là. Oh non, c'est magnifique, les gars. J'aime tellement. Nous voilà dans Echo the Dolphin. C'est magnifique, les gars. J'aime trop. Avec la musique derrière. Bon, on a des mouvements un petit peu compliqués sur ce jeu. Là, j'avance en appuyant sur X. Je bats des... Je sais même pas ce que je bats. Et puis, j'avance sur le côté. En vrai, c'est peut-être l'un des plus logiques, j'ai envie de dire. En appuyant sur les gâchettes aussi, tu peux regarder sur les côtés. Pourquoi pas, c'est pratique. Et donc, voilà. T'es littéralement un dauphin qui est là pour sauver la planète, mon pote. Comme c'est dit, tu peux faire tes petits trucs de dauphin, tu vois. Voilà, on va se taper contre lui, là. Qu'est-ce qu'il veut, là? C'est un requin. C'est un requin, ça. On va le fight, les gars. On doit se fight contre le requin. C'est assez compliqué. Je vous mens pas. On va se rapprocher. Oh là là, j'arrive. Et lui, il me... Ah, mais pourquoi ils peuvent m'attaquer? J'arrive pas à les toucher, moi. Ah! Je crois que je lui ai mis un coup aussi. Oh, j'ai tué mon premier requin. Ah, les gars, c'est beau. J'aime trop ce qui se passe. Franchement, c'est magnifique. Regarde comment c'est beau. Avec la musique derrière. Ces décors-là, comme ça. Oh, je me suis fait buter. Il faut continuer, Echo. C'est ton destin. Tu peux le faire. Les gars, vraiment, Echo, c'est de la motivation, les gars. C'est un jeu qui te prend au trip, mon pote. En vrai de vrai, les gars, faut vraiment pas sous-estimer le scénario de ce jeu. Genre, c'est une singerie. Vraiment, c'est poussé à souhait. T'as l'impression que t'es dans un trip de LSD, mon ref. Et non, tu veux juste l'histoire de ce bon vieux Echo, le jeune dauphin. C'est vrai que c'est un truc que j'ai pas précisé, mais à l'époque, ils aimaient pas du tout dire ce qu'on doit faire dans les jeux. Genre, réellement... Il te laisse là comme ça en mode oui, tu sais ce que tu dois faire. Regarde là, je sais pas vraiment si je dois forcer pour aller là-bas, mais j'ai l'impression que c'est un passage, donc je force, tu vois. J'ai aucune mission, aucun truc, je ne sais où aller, mais je suis largué, tu vois. C'est ça qui fait un petit peu toute la beauté, c'est que, tu vois, on avait le temps de prendre le temps de réfléchir, de se casser la tête. Tu sais, de juste phaser sur un jeu, tu sais pas vraiment pourquoi tu y joues, mais l'univers t'attire et l'histoire est un peu curieuse et t'as envie d'en savoir plus. Dites-vous qu'à l'époque, dans les années 2010, en plus, il a failli avoir un remake et ça aurait été magnifique, les gars. Je sais pas pourquoi ils ont abandonné cette série. Moi, c'est à base de pouvoir, à base de trucs, frérot, c'est... Poto, écoute, calme-toi, mon frère. En vrai, aujourd'hui, s'ils essaieraient de refaire un jeu comme ça pourrait pas marcher. Genre, personne achèterait, déjà, ça serait un flop et personne ne prendrait le temps, en fait, de concevoir un jeu comme ça aussi poussé sur un univers aussi bizarre et aussi incertain, tu vois. Est-ce que les gens vont vraiment acheter un jeu comme ça? Et à l'époque, on tentait, frérot. On tentait, c'est tout, tu vois. Regarde-moi ça, la tortue. Non, les gars, c'est tellement beau. Ah, je vous jure, je suis amoureux de ce jeu. Je vous mens pas, c'est...
Un des premiers jeux où j'ai vraiment capté qu'il y avait cette esthétique un peu bleutée, un petit peu, comment dire, vraiment, tu sais, ça parle de la plage, ça parle de la nature, c'est tropical et c'est assez coloré, tout en ayant bien sûr toutes ces textures un peu lisses, un peu cubiques, et en même temps, tu vois, t'as des trucs qui sont plus travaillés comme ça, enfin, ça a pas de sens, mais c'est beau, les gars. Je le dis officiellement, les gars, j'ai envie d'habiter dans un lieu comme ça, genre, emmenez-moi dans cet endroit, il y a pas École de Dolphin IRL, s'il vous plaît. Bon, je pense qu'on va s'arrêter ici pour École de Dolphin, même si c'était très kiffant, le jeu est vraiment complexe à prendre et à faire, il y a une très bonne vidéo du JDG d'ailleurs, t'es vraiment dans une ambiance, frérot, t'es poussé dans un truc à son paroxysme, c'est fou. Et nous voilà les amis avec ces 3 jeux testés que personnellement j'affectionne énormément. Alors me demandez pas pourquoi, j'aurais pu choisir plein d'autres jeux, même si bon, Echo the Dolphin c'est quand même un de mes petits bébés. En vrai, je pense qu'on est beaucoup à être passionné de toute cette époque-là, toute cette nostalgie qu'on peut avoir envers ces jeux vidéo, mais aussi tout ce qui a été impacté par le jeu vidéo. Et je pense vraiment qu'on a besoin d'un retour un petit peu à ce genre de graphisme, ce genre de vraie âme dans les jeux vidéo. Tu vois, on dit pas forcément qu'il faut faire des graphismes dégueulasses ou des graphismes ultra stylés pour réussir ou je ne sais quoi, mais il faut juste trouver le juste milieu entre juste on veut que le jeu il ait une âme, tu vois. Là aujourd'hui on est sur des sorties de jeux qui n'impactent même plus les gens, tu vois. Il y a personne qui va aller faire la queue pour acheter un jeu. Quand il y a le nouveau Donkey Kong qui est sorti, frérot, t'en as entendu parler une semaine et puis c'est tout quoi. Au final c'était pas une révolution ou je ne sais quoi. Et on demande pas des révolutions à chaque fois, mais juste un jeu marquant qui puisse nous faire ressentir des émotions. En vrai, je pense que c'est ça, c'est tout. Parce qu'à l'époque, ils avaient peut-être pas le moyen de le faire, mais ils arrivaient à nous en faire ressentir des choses. Si jamais vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Merci à tous les gens qui sont restés juste là. J'ai pas du tout l'habitude de faire ce genre de vidéo avec un sujet plus travaillé, où j'écris le texte, etc. Mais c'est quelque chose que j'ai de plus en plus envie de faire avec cette nouvelle chaîne YouTube. Et bien sûr, on va toujours faire les contenus lifestyle, toutes les conneries qu'on fait à droite à gauche. Je voulais aussi rappeler que du coup mon ancienne chaîne, maintenant je l'ai transformée en chaîne secondaire et que je fais des petits let's play dessus, je fais des tests de jeux ou des vidéos random où je parle, enfin bref, je sors quand même des trucs là-bas. Et voilà, n'hésite pas à partager cette nostalgie avec nous dans les commentaires. Ça serait avec grand plaisir, même que si jamais vous pouvez partager la vidéo, la recommander à des amis qui kiffent cette esthétique, en parler, faire des clips, etc. Ça serait incroyable. Et puis voilà, je te laisse aller voir les précédentes vidéos, comme par exemple, on a fait une cagoule Mario avec un frérot à moi, ou alors je vous ai fait visiter mon appart en mode MTV Cribs, ou alors tout simplement les petits let's play que je fais à droite à gauche. Enfin bref, il y en a du contenu, il y a de l'amusement, il y a du divertissement les amis. Donc merci à vous, à tous les gens qui font partie de cette aventure, et puis en espérant que ça dure pendant longtemps. Allez, bisous à vous les mecs. Ciao, bye, cimer.